citer l'affaire inscrite au rôle de cet après-midi. Le greffier, bonjour. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, affaire IT 94-2A, le procureur contre Dragan Nikolic. Le Président, merci. Monsieur le greffier, je vais maintenant demander aux parties de se présenter, à commencer par la défense. La défense... Bonjour, je défends les intérêts de Monsieur Nikolic. Je m'appelle Tania Radoslavievic. Le Président, merci. Et pour l'accusation, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Nous sommes Stéphane Wirth, Susan Lamb et Mark McKean. Avec la commise aux audiences lourdes de Galicia, nous représentons le bureau du procureur. Le Président, merci. Je vais maintenant vous expliquer comment l'audience de ce jour va se dérouler. Comme l'a annoncé le greffier, l'affaire inscrite au rôle de ce jour est celle du procureur contre Dragan Nikolic. Comme ceci est indiqué dans l'ordonnance portant calendrier du 1er avril 2005, l'audience de ce jour, consacrée au prononcé de l'arrêt, se tient en application de l'article 15 bis A du règlement de procédure et de preuve, en l'absence de l'un des juges de la Chambre, Monsieur le juge Fausto Pocar, qui n'est pas en mesure de siéger en raison d'activités se rapportant au tribunal. Lors de l'audience consacrée au plaidoyer de culpabilité le 4 septembre 2003, M. Nikolic a plaidé coupable de chef d'accusation portant sur des événements qui ont eu lieu au camp de Sušica, près de Vlasenica, à l'est de la Bosnie-Herzégovine. Sur la base d'un accord sur le plaidoyer présenté conjointement et confidentiellement par les parties, la Chambre de première instance a déclaré M. Nikolic coupable du seul chef 1 de l'acte d'accusation, persécution, un crime contre l'humanité. Cette déclaration de culpabilité incluait également le chef 2, assassinat, un crime contre l'humanité, le chef 3, viol, un crime contre l'humanité, et le chef 4, torture, un crime contre l'humanité. L'accord sur le plaidoyer conclu par les parties recommandait l'imposition d'une peine de 15 ans d'emprisonnement. La Chambre a condamné M. Nikolic à 23 années de réclusion. M. Nikolic a interjeté appel et la Chambre d'appel, en sa présente composition, a tenu une audience consacrée à l'appel de M. Nikolic le 29 novembre 2004. Conformément à la pratique du tribunal, je ne vais pas donner lecture du texte de l'arrêt, à l'exception de son dispositif. Je vais rappeler les questions soulevées dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi que le raisonnement et les conclusions de la Chambre d'appel. Je tiens ici à souligner que ce qui suit n'est qu'un résumé et ne fait donc pas partie de l'arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de l'arrêt, dont les copies seront mises à la disposition des parties et du public à l'issue de l'audience. Les dispositions pertinentes en matière de peine sont les articles 23 et 24 du statut, ainsi que les articles 100 à 106 du règlement de procédure et de preuve. L'article 24 du statut et l'article 101 du règlement définissent les principes généraux relatifs à la détermination de la peine qui font obligation aux chambres de première instance de prendre en compte les facteurs suivants: la gravité de l'infraction et la situation personnelle du condamné, la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, et les circonstances aggravantes ou atténuantes. À l'instar des appels interjetés contre un jugement rendu par une chambre de première instance, les recours formés contre la peine auprès de la chambre d'appel ne donnent pas lieu à un procès de novo. Le rôle de la chambre d'appel se limite à corriger les erreurs de droit qui invalident une décision et les erreurs de fait qui ont entraîné une erreur judiciaire. Les chambres de première instance disposent d'un pouvoir d'appréciation très large pour fixer une juste peine, en raison de l'obligation qui est la leur de tenir compte de la situation personnelle de l'accusé et de la gravité de l'infraction. De manière générale, la chambre d'appel ne révise pas une peine
à moins que la Chambre de première instance n'ait commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, l'appelant soulève 7 moyens d'appel que la Chambre d'appel va passer brièvement en revue. Dans le premier moyen d'appel, l'appelant fait essentiellement valoir que la peine prononcée par la Chambre de première instance est une peine excessive par rapport à d'autres peines prononcées par le tribunal pour l'ex-Yougoslavie ainsi que par le tribunal international pour le Rwanda. Il ressort clairement de la jurisprudence du tribunal que si une chambre peut s'inspirer des peines prononcées par les 2 tribunaux internationaux, en revanche, des peines différentes peuvent se justifier quand les différences sont plus importantes que les similitudes ou quand les circonstances atténuantes ou aggravantes diffèrent. De plus, même dans les affaires où les infractions sont identiques et ont été commises dans des circonstances très semblables, les chambres de première instance ont l'obligation primordiale de prononcer une peine adaptée à la situation individuelle de l'accusé. En conséquence, toute comparaison est non seulement limitée, mais ne constitue en outre pas forcément le moyen qui convient pour contester une conclusion rendue par une chambre de première instance dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, quand il s'agit de fixer la peine. En l'espèce, l'appelant se contente d'avancer que sa peine ne résulte pas de l'application d'un mode de fixation de la peine clair et sans équivoque. L'appelant ne présente pas de comparaison convaincante de son cas avec d'autres affaires impliquant la même infraction et des circonstances équivalentes. En tout état de cause, la Chambre d'appel constate que la Chambre de première instance a bel et bien tenu compte des peines prononcées précédemment et conclut que les arguments de l'appelant ne démontrent pas que la Chambre de première instance a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de fixation de la peine en appréciant mal les circonstances particulières de l'espèce. Dans son deuxième moyen d'appel, l'appelant avance que la Chambre de première instance a commis une erreur dans l'appréciation des circonstances aggravantes. Il soulève ici 3 arguments relatifs aux conclusions de la Chambre de première instance. Le premier argument a trait au plaisir que prenait l'appelant à ses activités criminelles. La Chambre d'appel conclut que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la Chambre de première instance disposait d'éléments de preuve montrant clairement qu'il prenait du plaisir à exercer son pouvoir sur les détenus au travers d'agissements pervers. Le témoignage de SU 032 déclarant que l'appelant avait plaisir à frapper, ce témoignage est suffisant pour qualifier ce comportement de circonstance particulièrement aggravante. La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur manifeste en concluant qu'il prenait apparemment plaisir à commettre ces crimes. En deuxième lieu, s'agissant de la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle, vu leur gravité et leur caractère particulièrement barbare, les sévices dont fait état l'acte d'accusation sous la qualification de torture constituent le degré le plus grave de la torture, c'est-à-dire qu'ils réunissent tous les éléments essentiels d'une tentative de meurtre de facto, la Chambre d'appel conclut que l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait assimilé ces tortures à une tentative de meurtre. En conséquence, la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur de droit et souhaitait simplement rendre compte de la gravité des sévices. Je passe maintenant à l'erreur de fait alléguée par l'appelant au sujet de la conclusion susmentionnée de la Chambre de première instance et qui, selon lui, n'est étayée par aucun élément de preuve. La Chambre d'appel estime que si la Chambre de première instance a eu tort de dire à propos des sévices sous-tendant les tortures qu'ils réunissaient tous les éléments essentiels d'une tentative de meurtre de facto, il était en revanche raisonnable qu'elle conclue, sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, que la gravité et le caractère particulièrement barbare de ces sévices constituaient le degré le plus grave de la torture et par là même une circonstance aggravante.
Ayant jugé que la Chambre de première instance avait conclu à juste titre que la gravité des sévices devait être prise en compte en tant que circonstance aggravante dans l'appréciation des actes de torture commis par l'appelant, la Chambre d'appel estime que la suppression de la qualification erronée par la Chambre de première instance des sévices comme réunissant tous les éléments essentiels d'une tentative de meurtre de facto, n'atténue pas globalement le poids des circonstances aggravantes. Dans un troisième temps, l'appelant argue que la référence de la Chambre de première instance à toutes les circonstances aggravantes retenues, cette référence donc implique que pour la Chambre, les parties avaient convenu de ce qui devait être considéré comme circonstances aggravantes pouvant ajouter à la gravité des infractions. La Chambre d'appel conclut à ce sujet que les circonstances aggravantes retenues par la Chambre de première instance sont celles que cette dernière a admises après avoir considéré tous les éléments de l'espèce. Le deuxième moyen d'appel est par conséquent rejeté. Dans son troisième moyen d'appel, l'appelant affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que la dissuasion spéciale n'était pas pertinente en l'espèce et en n'accordant pas suffisamment de poids à son plaidoyer de culpabilité ou à l'expression de ses remords en tant que circonstances atténuantes. La Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première instance a bien estimé que la dissuasion spéciale était un principe fondamental à prendre en compte pour déterminer la peine. S'agissant du plaidoyer de culpabilité, l'appelant fait valoir que la Chambre de première instance n'a pas tenu compte du fait que son plaidoyer de culpabilité permettait d'éviter un long procès, épargnait aux témoins l'épreuve de la déposition et encourageait d'autres auteurs à se livrer. En l'espèce, la Chambre de première instance a dûment pris cet élément en considération. La Chambre d'appel souligne que l'économie d'un long procès est certes un élément dont il convient de tenir compte pour fixer la peine, mais qu'il ne faut pas non plus lui accorder trop d'importance. En réponse à l'argument de l'appelant selon lequel la Chambre de première instance n'a pas tenu compte du fait que son plaidoyer de culpabilité avait épargné à de nombreux témoins l'épreuve de la déposition, la Chambre d'appel constate qu'il oublie que la Chambre de première instance a conclu qu'en plaidant coupable avant l'ouverture du procès, il avait dispensé les victimes de rouvrir de vieilles blessures. Son argument est donc dénué de tout fondement. J'en viens maintenant à l'argument de l'appelant selon lequel la Chambre de première instance s'est fourvoyée en reconnaissant qu'il avait exprimé l'espoir d'encourager les trois parties au conflit à assumer leur part de responsabilité pour ces crimes abominables. La Chambre d'appel conclut à cet égard que la Chambre de première instance n'était nullement tenue de développer plus avant ses motifs d'incitation à de futurs plaidoyers de culpabilité et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la peine. Je passe maintenant à l'argument de l'appelant selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur puisque, tout en reconnaissant l'importance particulière du remords en tant que circonstance atténuante, elle n'a pas tenu compte de ce facteur ou elle n'en a tenu compte tout au plus que pour la forme. La Chambre d'appel fait observer au contraire que la Chambre de première instance a traité ce facteur comme étant particulièrement important et a en réalité clairement considéré les remords exprimés par l'appelant comme l'une des circonstances atténuantes justifiant une réduction de peine importante. L'argument de l'appelant à ce sujet est donc sans fondement. L'appelant fait ensuite valoir que la Chambre de première instance aurait dû faire appel aux parties pour juger de l'étendue de sa coopération plutôt que de s'en remettre à la seule appréciation de l'accusation. La Chambre d'appel ne voit pas en quoi la Chambre de première instance a failli à l'obligation que lui impose l'article 101b2i du règlement de tenir compte de sa coopération avec l'accusation au titre des circonstances atténuantes.
Quant à l'argument de l'appelant selon lequel la Chambre de première instance n'a pas accordé suffisamment de poids à sa coopération, la Chambre d'appel n'a constaté aucune erreur dans l'évaluation faite par la Chambre de première instance de l'importance à accorder à cette circonstance atténuante. Le troisième moyen d'appel est rejeté. Dans son quatrième moyen d'appel, l'appelant soutient que la Chambre de première instance a commis 2 erreurs. L'une, en ne tenant pas dûment compte de la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie. L'autre, en prenant en considération la grille des peines appliquées par d'autres pays que l'ex-Yougoslavie. S'agissant de la première erreur alléguée, la Chambre d'appel rappelle que, bien que les chambres de première instance aient recours, conformément à l'article 24.1 du statut, à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, elles ne sont pas liées par celle-ci. La question qui se pose à la Chambre d'appel est de savoir si la Chambre de première instance, lorsqu'elle a pris en compte la grille des peines appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie pour fixer la peine en l'espèce, a outrepassé son pouvoir d'appréciation en ignorant les plafonds fixés par cette grille sans s'en expliquer. En l'occurrence, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a satisfait à l'obligation qui lui est faite de prendre en considération la grille des peines appliquées en ex-Yougoslavie, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. En outre, la Chambre d'appel considère qu'il n'y a pas lieu de déterminer si la Chambre de première instance a outrepassé ou non son pouvoir d'appréciation en fixant la peine, étant donné que la peine de 23 années d'emprisonnement qu'elle a prononcée se situe bel et bien dans la fourchette prévue en ex-Yougoslavie à l'époque des faits. S'agissant de la deuxième erreur alléguée, la Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance a recouru à la grille des peines appliquées dans des pays autres que l'ex-Yougoslavie, cherchant ainsi des éléments d'orientation fondés sur une étude comparative dans ce domaine. Il ressort clairement du jugement portant condamnation que la Chambre de première instance a examiné ces différentes grilles en plus de celles appliquées en ex-Yougoslavie. La Chambre de première instance savait qu'elle n'était pas tenue d'appliquer la peine d'emprisonnement maximale prévue par les systèmes de droit internes et n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant la peine. Dans son cinquième moyen d'appel, l'appelant soutient que la Chambre de première instance a conclu à tort que le principe de la lex Mitior ne s'appliquait que lorsque le crime avait été commis et la peine infligée dans le cadre d'un même système de droit, et que ce principe ne s'appliquait pas au tribunal international dans la mesure où il s'inscrit dans un autre système de droit que celui où le crime a été commis. Il semble que le principe de la lex Mitior signifie que si la loi applicable à l'infraction commise par l'accusé a été révisée, c'est la loi la plus douce qui s'applique. Les accusés ne peuvent bénéficier d'une peine plus légère que si la règle de droit a force obligatoire, puisqu'ils n'ont un intérêt juridique protégé que si la fourchette de peine leur est applicable. Dès lors, le principe de la lex Mitior n'est applicable que si la règle de droit qui lie le tribunal international est remplacée ultérieurement par une autre plus favorable. En somme, le principe de la lex Mitior, s'il est correctement interprété, s'applique au statut du tribunal international. En conséquence, si les pouvoirs conférés par le statut en matière de peine venaient à être modifiés,
Le tribunal international serait alors tenu d'appliquer la peine la moins sévère. La Chambre d'appel note cependant qu'aucune modification n'a été apportée aux règles gouvernant la fixation des peines par le tribunal international. En ce qui concerne l'article 24.1 du statut, qui dispose que la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, il doit être interprété selon les mêmes principes que le reste du statut, dont il fait partie intégrante. Ainsi interprété, cet article renvoie à l'ensemble des lois applicables en ex-Yougoslavie à l'époque des faits, à l'exclusion des changements intervenus ultérieurement. Ce moyen d'appel est donc rejeté. Dans son 6e moyen d'appel, l'appelant soutient que la Chambre de première instance n'a pas tenu suffisamment compte des recommandations des parties, lesquelles proposaient une peine de 15 années d'emprisonnement. Il allègue à cet égard 2 erreurs. Premièrement, la Chambre de première instance n'aurait pas expliqué comme il convenait pourquoi la peine recommandée par les parties n'était pas suffisante. Et deuxièmement, elle n'aurait pas tenu compte du temps qu'il passerait effectivement en détention. S'agissant de savoir si la Chambre de première instance n'a pas expliqué comme il convenait pourquoi la peine recommandée par les parties n'était pas suffisante, la Chambre d'appel rappelle qu'en exerçant son pouvoir d'appréciation pour fixer la peine, la Chambre de première instance doit prendre en compte les éléments suivants: la gravité du crime, la situation personnelle de la personne déclarée coupable, la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie et toute circonstance aggravante ou atténuante. La Chambre d'appel estime que, dans le cadre d'un accord sur le plaidoyer, un élément supplémentaire doit être pris en compte. Un accord sur le plaidoyer revêt une importance considérable, puisque par là même l'accusé reconnaît sa culpabilité. De plus, la recommandation d'une fourchette de peine, ou, comme c'est le cas en l'espèce, d'une peine déterminée, reflète l'accord des parties sur ce qui, selon elle, constituerait une peine juste. La Chambre d'appel note que l'article 62 ter, paragraphe B du règlement, dispose expressément que la Chambre de première instance n'est pas tenue par l'accord conclu entre les parties. Toutefois, dans le cadre d'un jugement portant condamnation rendu à la suite d'un accord sur le plaidoyer, la Chambre d'appel souligne que la Chambre de première instance doit dûment tenir compte des recommandations des parties et, si elle s'en écarte nettement, elle doit s'en expliquer. En l'espèce, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a dûment exposé ses motifs au paragraphe 281 du jugement portant condamnation et qu'elle n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en s'écartant des recommandations faites par les parties. Le moyen d'appel est donc rejeté sur ce point. Pour ce qui est de savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a tenu compte du temps que l'appelant passerait en détention, la Chambre d'appel observe que même si une Chambre de première instance peut déterminer ce qui constitue selon elle la durée minimale qu'un accusé devrait passer en prison, et si elle peut également prendre en compte la possibilité d'une libération anticipée lorsqu'elle fixe la peine qui convient, une Chambre de première instance doit néanmoins toujours considérer que la libération anticipée n'est qu'une possibilité pour le condamné. La question qui se pose à la Chambre d'appel dans le cadre de ce moyen est de savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur en accordant une trop grande importance à la possibilité d'une libération anticipée. La Chambre d'appel observe
que lorsqu'elle a fixé la peine à 23 années d'emprisonnement, la Chambre de première instance s'est livrée clairement, même si elle ne l'a pas dit expressément, à un calcul, et ce, afin de tenir compte du fait que le tribunal international accorde ordinairement aux condamnés le bénéfice d'une libération anticipée lorsqu'ils ont purgé les 2/3 de leur peine. La peine de 15 ans que l'appelant doit, selon la Chambre de première instance, purgée avant d'être libérée, correspond manifestement aux 2/3 de la peine qu'elle a effectivement fixée. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a implicitement prévu la possibilité d'une libération anticipée et qu'elle en a tenu compte dans son calcul. Ce faisant, elle a accordé trop d'importance à cette possibilité. En conséquence, la Chambre d'appel estime, le juge Shahaboudine étant en désaccord, qu'une réduction de la peine s'impose. Dans son 7e moyen d'appel, l'appelant fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en tenant compte de faits qui n'entraient pas dans le cadre de l'acte d'accusation ou de l'accord sur le plaidoyer. La Chambre d'appel estime que l'appelant savait qu'à la fin de l'audience consacrée à la peine, il pouvait se plaindre de ce que la Chambre de première instance tenait compte d'éléments de preuve qui dépassaient selon lui le cadre de l'acte d'accusation. Lors de sa plaidoirie, le Conseil de l'appelant n'a soulevé aucune objection sur ce point et a de ce fait renoncé au droit de le faire en appel. Ce moyen d'appel est donc rejeté. Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt. Monsieur Nikolic, veuillez vous lever. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement de procédure et de preuve, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés à l'audience du 29 novembre 2004, siégeant en audience publique, accueille, le juge Shahaboudine étant en désaccord, le moyen d'appel soulevé par l'appelant, selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur en prenant en compte la durée effective de sa détention. Rejette, pour le surplus, l'appel. Et, le juge Shahaboudine étant en désaccord, fixe une nouvelle peine. Condamne. Le juge Shahaboudine étant en désaccord, l'appelant à une peine de 20 années d'emprisonnement à compter de ce jour. La durée de la période passée en détention préventive, soit du 20 avril 2000 à ce jour, étant à déduire de la durée totale de la peine en application de l'article 101C du règlement. Ordonne, en application des articles 103C et 107 du règlement de procédure et de preuve, que l'appelant reste sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. Monsieur le greffier, veuillez, je vous prie, distribuer des copies de l'arrêt aux parties. Monsieur Nikolic, veuillez vous asseoir. Merci, monsieur le greffier. L'audience est levée. Pour le fait.